René Guénon, Psychologie, chapitre 27, Notion d'esthétique, le beau et l'art. L'esthétique n'est pas, comme on l'a prétendu parfois, une science à part. Elle ne forme en réalité qu'une partie de la psychologie, et même une partie d'importance assez secondaire. Comme son nom l'indique, elle se rattache essentiellement à la psychologie de la sensibilité, dont elle constitue simplement un chapitre spécial. Elle comprend, suivant la division la plus généralement admise, deux théories principales, la théorie du beau et celle de l'art. Nous nous bornerons ici à quelques indications très sommaires sur chacun de ces deux points. Il paraît assez difficile de définir le beau en lui-même, et peut-être même n'y a-t-il pas lieu de chercher une telle définition, car sa conception est éminemment relative et variable. Se demander ce qu'est le beau en soi est une question qui, au fond, semble bien ne pas avoir du sens. Tout ce qu'on peut en dire en somme, c'est qu'on donne le nom de beau à ce qui produit un certain sentiment spécial, qu'on appelle le sentiment de l'admiration, et qui d'ailleurs peut revêtir des formes multiples. Mais il n'y a pas lieu de parler, comme certains l'ont fait, d'un soi-disant sens esthétique, car il s'agit là en réalité d'un sentiment, et non d'une sensation. C'est là un exemple de la confusion à laquelle peut donner lieu le terme de sensibilité et que nous avons signalé précédemment. Il importe de remarquer que si l'on s'en tient à la définition que nous venons d'indiquer, rien ne pourra être dit beau d'une façon absolue, car ce qui produit le sentiment de l'admiration chez certaines personnes peut ne pas se produire chez d'autres, et même ce sentiment pourra chez une même personne se produire ou ne pas se produire suivant les circonstances. Ainsi, ce sentiment sera, comme tous les autres faits émotifs, soumis, dans une certaine mesure tout au moins, aux variations de l'état physiologique. Il sera également conditionné par l'âge, le tempérament, le caractère, les aptitudes ou les tendances naturelles de chacun, et enfin par l'éducation, qui paraît avoir ici une influence considérable. La conception du beau, dans ses traits principaux et en laissant de côté les différences individuelles, peut présenter un certain caractère collectif. Mais alors, elle varie non seulement suivant les races et suivant les peuples, mais aussi pour chaque peuple, suivant les époques. Par conséquent, ce qui est trouvé beau à une certaine époque ne le sera plus à une autre. Il faut noter le rôle que l'imitation peut jouer en pareil cas, rôle qui se retrouve d'ailleurs dans la plupart des faits sociaux et par lequel s'explique aussi, en partie tout au moins, cette influence de l'éducation à laquelle nous avons fait allusion. On voit donc que les facteurs du sentiment esthétique sont extrêmement complexes et multiples, et on voit aussi en même temps qu'il n'est pas possible de parler d'une règle du beau, du moins si on voulait l'entendre au sens d'une règle unique, exclusive. On pourra sans doute formuler des règles qui seront applicables à certains types de beauté, mais on n'aura jamais le droit de dire que ces types de beauté soient les seuls possibles, et même des notions comme celles d'ordre, de symétrie, de proportion, par lesquelles on a quelquefois voulu définir le beau, ne conviennent pas indistinctement à tout ce qui est susceptible de provoquer le sentiment de l'admiration. L'art peut être défini comme l'expression ou la représentation du beau. Son but est donc de procurer à l'homme un certain plaisir, que l'on peut appeler plaisir esthétique, et qui accompagne toujours le sentiment de l'admiration. Pour plus de précision, on donne souvent le nom de beaux-arts aux arts qui se proposent ce but, afin de les distinguer de certains autres arts, qui ont des fins différentes, notamment de l'utilité. Nous avons déjà indiqué cette distinction ailleurs, mais le plus habituellement quand on parle de l'art sans épithète, on l'entend au sens esthétique que nous venons de définir. Les sentiments esthétiques sont liés principalement aux sensations qui nous sont données par la vue et par l'ouïe. Ainsi, on divise les beaux-arts en deux groupes, les arts de la vue ou arts plastiques, comme l'architecture, la sculpture, la peinture, qui emploient les formes et les couleurs, et les arts de l'ouïe ou arts phonétiques, comme la musique, la poésie, la littérature, qui emploient les sons, soit les sons musicaux, soit les mots d'une langue. Puisque l'art est la représentation du beau, il doit nécessairement varier avec celui-ci,
Chaque art pourra donc prendre des formes entièrement différentes suivant les races, les peuples et les époques, et il sera fort difficile d'assigner à l'art des caractères généraux. La plupart des théories que l'on a essayé de formuler à cet égard ont le défaut d'être trop étroites et de ne pas pouvoir s'appliquer à tous les cas. Ainsi, on s'est parfois demandé si l'art devait avoir pour but l'imitation fidèle de la nature. Cette imitation peut sans doute être une source du plaisir esthétique, mais elle n'en est pas la condition suffisante, ni même nécessaire. Et d'ailleurs, on ne voit pas comment certains arts, la musique par exemple, pourraient imiter la nature, en dehors de quelques cas très spéciaux. On a prétendu aussi que l'art consiste essentiellement dans l'expression de certains sentiments ou de certaines idées. Pour ce qui est des sentiments, cela est vrai parfois, mais non pas toujours. L'art se propose de provoquer des sentiments, mais ces sentiments peuvent avoir des causes qui ne sont pas elles-mêmes d'ordre sentimental. Nous avons vu en particulier des sentiments qui se joignent à la plupart des sensations, et il ne faut pas oublier que l'art est avant tout une représentation de choses sensibles, ce qui ne veut pas dire que ces choses sensibles doivent être nécessairement telles que celles que la nature nous présente. Quant à l'expression des idées, il est certain qu'elle existe parfois dans l'art, mais on peut douter qu'elle en soit un élément essentiel et même qu'elles doivent être regardées comme faisant partie intégrante de l'art comme tel, puisque le but est exclusivement d'ordre émotif et non d'ordre intellectuel. Le plaisir esthétique est indépendant des idées qui peuvent être associées soit à tel ou tel sentiment, soit à la représentation qui fait naître ces sentiments. Ainsi, si on se sert de l'art pour exprimer des idées, c'est qu'on n'envisage plus l'art pour lui-même, mais qu'on le regarde seulement comme un moyen en vue d'une fin qui lui est étrangère. Car l'art, en tant qu'art, ne se propose pas d'instruire, mais uniquement de plaire. En d'autres termes, l'art peut présenter un caractère symbolique, mais alors le symbolisme sera un élément qui s'ajoutera à l'art proprement dit, qui s'y superposera en quelque sorte, tout en demeurant toujours d'un autre ordre que l'art lui-même. Et ce qui le montre bien, c'est que l'importance de cet élément symbolique est, pourrait-on dire, en raison inverse de l'intérêt qu'on accorde à l'art pur, car on peut y voir la marque d'une prépondérance de l'intellectualité à l'égard de l'émotivité. Un point sur lequel il faut insister pour écarter une confusion qui se présente beaucoup trop souvent, c'est que la conception du beau ne peut avoir aucun rapport avec celle du vrai. Cela résulte immédiatement du caractère relatif que nous avons reconnu au beau, tandis qu'il serait absurde de parler d'une telle relativité pour le vrai. Ce qui est vrai doit l'être nécessairement pour tous les hommes et indépendamment des circonstances. Ce qui explique la confusion dont nous parlons, c'est la mentalité propre à certains peuples, aux Grecs notamment, qui étaient surtout artistes et chez qui l'émotivité prédominait sur l'intellectualité, au point d'introduire des considérations d'ordre esthétique jusque dans les spéculations scientifiques et philosophiques, alors que l'inverse ne se produit pas et que l'art grec est certainement un des moins symboliques qui existent. Nous pouvons par contre admettre une certaine analogie entre la conception du bien et celle du beau, car tous les deux sont relatives et variables, et toutes les deux ont une base essentiellement sentimentale. Psychologiquement, le sentiment de l'admiration et celui de l'approbation sont deux phénomènes qui, sans être réductibles l'un à l'autre, se ressemblent cependant plus qu'ils ne ressemblent à aucun autre phénomène dans l'ordre émotif. Mais nous ne faisons qu'indiquer ici ces analogies, sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir en morale, où nous trouverons d'ailleurs des considérations qui compléteront ce que nous avons dit sur la psychologie des sentiments.